Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là cet après-midi, ce dimanche après-midi à la Cité de la Réussite, pour un rendez-vous bien particulier. Je pense que vous avez vu qui est à ma gauche. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste et on se retrouve aujourd'hui pour discuter du cinéma, évidemment, pour savoir si c'est le miroir des fractures de nos sociétés. Pour en parler, vous l'avez sans doute bien reconnu, j'ai Maïwenn à mes côtés, actrice, scénariste et surtout réalisatrice. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais quand même... tout le monde me connaît. Mais je vais quand même me permettre de faire un petit récap de votre travail. Vous avez commencé le cinéma très jeune, d'abord en tant qu'actrice, et puis ces dernières années, le public vous a découvert en tant que réalisatrice, d'abord avec votre premier long métrage « Pardonnez-moi » en 2006, et puis après avec le Bal des actrices en 2009, mais c'est surtout en 2011 que vous sortez le film qui fera un carton, Police, c'est un film poignant qui met en lumière le travail de la brigade de protection des mineurs et qui vous permet d'obtenir le prix du jury au Festival de Cannes. Et puis après, vous vous arrêtez pas là parce qu'en 2015, vous sortez le film Mon Roi, dans lequel vous racontez l'histoire tumultueuse de deux personnages, Tony et Giorgio. Et puis 2020, c'est au tour du film ADN. Et puis enfin 2022, Jeanne du Barry, ce qui fait de belles histoires, des histoires profondes, complexes parfois, qui mettent en lumière des mots, M-A-U-X, dont des enfants, des hommes, des femmes, des parents qui souffrent dans nos sociétés actuelles, mais aussi passées. Dans votre cinéma à vous, il est question de parler d'humain, de sentiments, de confiance en soi, mais également aux autres, comme si le cinéma était un outil, finalement, un miroir pour dévoiler les fractures de nos sociétés. Moi, j'ai une première question pour vous. Comment faites-vous pour aborder avec un regard critique des sujets de société complexes et graves au cinéma ? Je ne me pose pas du tout toutes ces questions. Évidemment, vous imaginez que je ne suis pas devant mon ordinateur en me disant alors qu'est-ce qui représente la fracture, la société Non, je suis beaucoup plus... j'ai un rapport beaucoup plus organique avec ce que j'écris, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'empêche de dormir, qui m'empêche de vivre. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'écriture d'un scénario et la fabrication d'un film qui me permettra de traduire ce que je ressens. Je ressens et ce que j'ai envie de dire à travers un film, c'est comme un cri, c'est comme si je sortais dans la rue pour dire des choses. En tout cas, c'est à chaque fois comme ça que je l'ai vécu. C'est à chaque fois une obsession dans mon ventre et la seule manière que j'ai trouvée de me débarrasser de cette obsession, c'est de faire des films. Mais quand on me dit oui, mais tes films, c'est ceci, c'est cela, je suis perplexe. Ça me fait très plaisir quand ils plaisent, mais je n'ai pas du tout de rapport intellectuel avec mes films. Puis j'espère que j'en aurai jamais, en fait. Donc, votre idée à vous, c'est pas forcément de provoquer ou d'éveiller le débat, c'est d'offrir... Si, non, attendez, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important quand je travaille de rester dans mon sujet et de pas du tout essayer de me placer à l'extérieur et de me dire qu'est-ce que ça veut dire pour le public. D'abord, franchement, j'ai pas du tout les qualités intellectuelles pour... penser comme ça, et je suis beaucoup plus égoïste et j'ai un rapport assez vital avec ce que j'écris, mais très égoïste en fait. J'ai pas de rapport intellectuel, quoi. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais si, ça va. Non, mais bon voilà, c'est quand même marrant de venir
parler de ça à la Sorbonne et la Cité de la Réussite, parce que j'ai arrêté l'école en 5e, j'ai même pas mon BEPC. C'est une belle revanche quelque part. Mais en tout cas, c'est vrai que le cerveau, il est confectionné différemment. Parfois, il me manque quelques cases pour réfléchir parfois. Comment vous les réfléchissez, vos sujets? Comment ils vous viennent, en fait, finalement? Ils me viennent un peu comme l'amour, sans que je vois les choses venir, sans que je les calcule. Ça me tombe dessus. J'ai l'impression à chaque fois que c'est comme une chute, quoi. C'est un accident. C'est comme ça. Il y a un jour, une obsession qui me prend et qui me lâche plus. Et j'arrive pas trop à l'expliquer. Dès que j'arrive à l'expliquer, ça devient un peu nébuleux. Ouais. Parfois, les obsessions partent aussi. Puis parfois, elles reviennent. Ça a été le cas de Jeanne du Barry. Pendant un moment donné, j'en avais marre. J'avais envie de parler d'autre chose, de l'Algérie, etc. Et puis, bizarrement, 1 an après, c'est revenu. Je sais pas trop pourquoi. D'accord. Et combien de temps vous mettez en général à comprendre que cette obsession-là ne vous quittera pas? Généralement, je me donne des petits tests. Je me dis, si dans 1 mois, tu y penses encore, ça veut dire que c'est bien, mais il n'y a pas tellement de règles. Je vis ça comme vraiment une relation un peu passionnelle avec mon sujet. Et parfois, j'ai l'impression de dialoguer avec mon sujet, qu'on se fait les questions et les réponses, qu'on se teste. Mais par contre, quand je suis sûre, il n'y a rien qui me fait douter. C'est-à-dire que j'aurais beau entendre « Oh, mais tu es sûre, ça a déjà été fait » ou « T'as pas peur que ça soit trop noir ?» Alors quand je suis décidée, c'est vrai qu'il n'y a aucun argument qui peut me faire basculer. Je m'en fous complètement. Pour moi, mon désir de faire le film, il est bien au-delà de toutes les théories cinématographiques, personnelles. Je m'en fous. C'est vrai que quand on regarde vos films, en général, ce sont des thématiques qui sont rarement adaptées au cinéma, notamment la brigade de protection des mineurs, ou bien cette histoire d'amour bien particulière entre vos 2 protagonistes dans Mon Roi. Est-ce que c'est important pour vous? Vous l'avez dit à l'instant, vous accrochez pas forcément à l'idée qu'il vous faut une histoire vraiment inédite, mais mais vous savez que quand je préparais ces films-là, j'entendais tout le temps « Ah, encore un film sur la police, encore un film sur l'amour ». Enfin, à chaque fois que je démarchais pour obtenir des financements, je me coltinais des réponses, c'était violent, hein, notamment pour Police. J'ai entendu dire que j'étais pas crédible pour faire un film sur la police. J'ai entendu dire que c'était un énième film sur la police. J'ai pas eu le CNC, j'ai pas eu d'aide de l'État et tout ça. Maintenant, on dit que c'est un film culte, mais je vous promets qu'à l'époque, on me donnait pas un chèque en blanc. Hein. Et vous avez eu envie d'arrêter à ce moment-là Non, jamais, parce que je pouvais pas dormir tant que j'avais pas fait ce film. C'était vital. Et c'est à chaque fois comme ça. Au bout de 6 films, maintenant, je sais comment je fonctionne. Ouais. Donc, puis en vrai, tout a été fait, en fait. Tous les sujets de films ont déjà été faits. Donc maintenant, j'ai trouvé une réponse. C'est quand quelqu'un me dit « Oui, mais ça a été déjà fait », je dis « Oui, pas par moi ». Ouais. Et c'est quoi votre patte? En fait, c'est ça qu'il faut dire. Parce que le cinéma, la force du cinéma, c'est pas du tout l'idée. C'est qui est la personne derrière la caméra qui le dit. En fait, mon film Police, si le scénario avait été donné à quelqu'un d'autre, il en aurait fait encore un autre film qui aurait été différent. Donc en fait, c'est des prétextes à filmer les gens, mais c'est secondaire en vrai. Finalement, pour vous, il y a de la place un peu pour tout le monde. Absolument. Pour aborder des sujets... Pour tous les langages de cinéma, que les gens aient fait une école de cinéma ou pas, qu'ils aient fait des études ou pas, qu'ils soient cinéphiles ou pas, qu'ils fassent un film en 35 mm ou avec un portable. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. S'il y a bien un endroit où il n'y a pas de règles, ou en tout cas qu'il ne faut rien respecter, c'est bien le cinéma. C'est l'art, en fait. C'est l'écriture, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est le seul endroit où tout est possible.
Vous, votre objectif quand vous réalisez vos films, c'est quoi? C'est de faire réfléchir, c'est de donner la parole à des personnes qui auraient vécu ces situations-là, c'est de permettre à des gens de se reconnaître? Non, honnêtement, je ne me pose pas toutes ces questions. Je me dis à chaque fois, il faut que ça me plaise à moi, déjà. Comme je suis très dure avec ce que je fabrique, avec moi-même, je me dis, ben, moi, je veux juste que ça me plaît à moi. Si ça plaît à moi, ça plaît forcément à d'autres gens, parce que je n'ai pas un goût exceptionnel. Mais, et après, si on dit que ça plaît aux autres et pas à moi, c'est... Non, généralement, j'écoute ce que je ressens, quoi. Et pardon, votre question, il y avait d'autres choses que je voulais dire. C'était quoi déjà? Ah oui, ma question c'était, vous, votre objectif c'est quoi? Est-ce que c'est de raconter la vie de personnes? Est-ce que c'est de leur donner la parole aussi Qui ça déjà, il? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Ouais, des gens que vous rencontreriez peut-être éventuellement quand je rencontre des gens qui sont très charismatiques, ça m'arrive de leur demander de jouer dans le film, même s'ils ne sont pas acteurs. Oui, ça m'arrive. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises d'ailleurs, parce que quelqu'un de charismatique dans la vie n'est pas forcément bon acteur et vice-versa. Comment vous faites justement pour choisir vos acteurs aussi? Alors... je les rencontre. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec eux déjà? Ce qui est quand même un élément. S'ils sont rapides, s'ils sont charismatiques. Alors le charisme, pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le charisme? Pourquoi il y a cette personne-là qui est intéressante devant la caméra et pas l'autre? Et en fait, au bout de certaines années, j'ai l'impression que le charisme, c'est des gens qui n'ont pas peur. C'est des gens qui n'ont pas peur de moi, de la caméra, de se planter, d'être ridicule. C'est des gens qui rentrent dans une pièce et ils disent rien et il se passe quelque chose. Et c'est assez imprévisible. Mais disons que c'est assez injuste aussi, parce que des gens qui sont charismatiques, c'est pas forcément les plus intelligentes, c'est pas forcément les meilleurs acteurs, mais le charisme, ouais. En tout cas, les gens les plus charismatiques avec lesquels j'ai travaillé, c'est Vincent Cassel, Louis Garrel, Dylan Robert, qui était dans ADN, que j'ai énormément aimé, Fanny Ardant, Johnny Depp, quand même. Mais c'est des génies, et souvent les génies, ils sont fatigants sur les tournages. Ouais, j'ai accepté l'idée que maintenant, les génies, on en paye souvent les frais, mais faire une scène avec Louis Garrel et un comédien lambda, en vrai, c'est pas pareil. Donc, c'est comme ça, il faut accepter que les génies, ils sont pas faciles. Il y a une particularité dans vos films aussi, c'est quand, dans nombre d'entre eux, vous jouez dans votre propre film. Pourquoi ce choix? Chaque film était différent. Disons, on va prendre le dernier. Je savais que ça allait être très compliqué de me mettre dans le film, surtout qu'en plus je joue, entre guillemets, la petite princesse. Donc je savais que j'allais me faire défoncer par la critique, que toutes les gens un peu intellectuels, tout ça, c'est un élément pour eux qui est imparable, de se mettre en avant, de se filmer comme la Cendrillon, etc. Mais je me suis dit, voilà, si je donne le rôle à une autre actrice, je vais souffrir de l'avoir joué parce que ce rôle, je le connais au plus profond de moi-même. J'avais l'impression que c'était tout ce que j'avais vécu avec le cinéma depuis toujours. C'est-à-dire que Versailles aurait pu être la façon dont le cinéma m'a accueillie quand j'ai démarré, c'est-à-dire comme une pestiférée. Et donc je me suis dit, quitte à souffrir dans les deux cas, je préfère souffrir en le jouant, mais au moins j'aurais été au bout de mon rêve, plutôt que donner du crédit aux gens qui me mitrailleront, car de toute façon, ils me mitraillent souvent à chaque sortie de film. C'est une question de confiance aussi sur des rôles comme celui de Jeanne du Barry. Vous n'aviez confiance qu'en vous pour faire... Non, mais c'est ça qui c'est compliqué à parler de pourquoi on se
film et pourquoi on se donne le premier rôle, c'est que ça peut être perçu comme une surconfiance en soi-même, avec beaucoup de certitude et un amour-propre démesuré. Or, je donne souvent comme exemple Buster Keaton, Clint Eastwood, Charlie Chaplin. Je ne crois pas que c'est des gens qui s'adoraient. Je crois que c'était des gens pétris de contradictions et comment dire, ils parlent d'eux, donc ils ont envie de le jouer. Mais en même temps, c'est très dur de se voir, de se supporter, de s'aimer. On est complètement pétris de contradictions. Et à un moment donné, au bout de plusieurs films, plusieurs années, je me suis dit, je m'en fous, en fait. Voilà, c'est mes contradictions, c'est comme ça, je l'assume. Je veux jouer ce rôle, coûte que coûte, alors que je savais que si je proposais le rôle à un tel, j'allais avoir plus de financement, plus de ceci, plus de cela. Mais il faut savoir être égoïste et parfois aussi se faire plaisir. Donc du coup, je tiens à dire que ce n'était pas du tout une partie de plaisir que de me supporter au montage et tout ça, mais au moins, voilà, j'ai répondu à un rêve quelque part. Ouais. Et est-ce qu'avec du recul, finalement, vous vous dites que vous auriez aimé vous attribuer également un rôle un peu plus important dans Police? Non, j'ai aucun regret. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que j'assume mes choix et après, comme ça, j'ai aucun regret. Comment vous faites justement, vous le disiez, quand vous interprétez par exemple Jeanne du Barry, votre personnage, vous le connaissez mieux que personne, puisque c'est vous aussi qui l'avez construit, donc forcément quand vous l'interprétez, toutes les consignes sont passées entre la réalisatrice et l'actrice. Comment on fait justement pour transmettre à ces acteurs que l'on dirige, par exemple pour le film Mon Roi, comment vous avez fait pour transmettre à Emmanuel Berco, à Vincent Cassel, les caractéristiques des personnages que vous souhaitiez mettre en scène ? En parlant beaucoup, en passant beaucoup de temps, et puis la majeure partie des scènes, c'était des impros qui partaient d'une scène qui était écrite. Et je parlais beaucoup avant de tourner, beaucoup pendant aussi, c'est vrai. Je les interrompais souvent pour leur dire d'ici, dis ça, va à gauche, va à droite, facile. Donc c'est beaucoup de live. Mais tout dépend des acteurs. Il y a des acteurs très intuitifs qui pigent tout de suite. Cassel, il était très inspiré par le rôle. J'avais pas beaucoup besoin de parler. 2-3 fois, il y a eu des scènes un peu charnières dans le film comme ça où il n'y avait pas accès à l'émotion que je lui demandais. Donc ça a pris un peu plus de temps. Mais après, quand ça se débloque et tout... C'était génial. Franchement, je pense que Mon Roi ne serait pas ce qu'il est devenu sans Cassel. Il m'a vraiment énormément nourri pendant le film. Ouais. Je pense qu'il a même transcendé le personnage. Et Emmanuelle, elle était très réservée. Elle avait beaucoup de notes. Elle s'était mis la barre très haut. Elle avait tendance à intellectualiser son personnage, alors que Cassel, lui, tout était extérieur. Donc c'était une manière différente. Elle avait beaucoup de mal avec les impros, alors que lui, au contraire, plus il y avait de l'impro, plus il aimait ça. Il y a des acteurs qui sont plus ou moins à l'aise avec eux-mêmes, en fait. C'est une question un mélange entre la confiance, s'abandonner. Il y a des acteurs qui refusent de s'abandonner pour un film, ce que je peux comprendre, hein, honnêtement. Mais ceux avec lesquels j'aime le plus travailler, c'est des gens qui acceptent qu'il faut lâcher les rênes, quoi, qu'il faut oublier qu'il y a une caméra, qu'on est dans la fabrication, dans la fiction. Parce que ce sont des sujets difficiles qui n'arrivent pas à... Non, pas toujours. Pas toujours. D'ailleurs, c'est souvent les moments un peu simples et silencieux qu'ils ont du mal à assumer. J'ai remarqué que les scènes où il y a un tête-à-tête, souvent l'acteur qui est censé écouter l'autre a beaucoup de mal à bouger avec son corps. Il a tendance à croire qu'il ne va pas être intéressant s'il écoute. Et souvent, je reprends souvent les acteurs qui écoutent dans les scènes, parce que je dis, en fait, tu écoutes, mais je n'y crois pas que tu écoutes. Tu n'écoutes pas. Tu cherches à quel moment tu vas sortir ta réplique, à quel moment tu vas pouvoir l'interrompre, mais tu ne cherches pas à habiter ton écoute. Or là, moi, ton écoute, c'est vide, c'est creux.
Et quelqu'un qui écoute vraiment, ça peut être vraiment bouleversant en fait, parce qu'il se passe plein de choses dans le regard, dans la peau, enfin tout. Et du coup, sur les plateaux, ce que je dis le plus aux acteurs, c'est écoutez-vous. Si vous vous écoutez, vous serez juste. Parce que je pense qu'on trouve la bonne note quand on écoute vraiment. Mais quelqu'un qui n'écoute pas et qui fait marcher 50% de son cerveau à se dire bon, alors quand est-ce que je vais parler, la caméra elle est où est-ce que je vais te filmer et tout, forcément, je le sens moi. Puisqu'aujourd'hui, on est là aussi pour parler de la thématique de la confiance, est-ce que c'est important, du coup, dans ce que vous racontez, à la fois de se faire confiance quand on joue, c'est-à-dire de pouvoir se connecter à soi-même, au travail qu'on est en train de livrer, mais aussi faire confiance à l'acteur qui est en face, à celui qui nous donne la réplique? C'est difficile de donner une recette. Il y a des acteurs qui ont énormément confiance en eux et ils me fatiguent. Et enfin, en règle générale, j'ai remarqué que je crois que j'aime bien les acteurs qui sont plutôt en confiance avec eux-mêmes. Et c'est vrai que chez les actrices, j'aime plutôt la vulnérabilité. Mais bon, je suis sûre que je peux vous trouver d'autres situations où je penserais l'inverse. Mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une actrice qui a énormément confiance en elle, dans ce qu'elle est comme actrice, dans son personnage, ça m'intéresse pas trop parce que j'aime sentir le doute, la fragilité. Mais chez un homme aussi, en fait. Donc, oui, ça dépend des moments, ça dépend des scènes, ça dépend des acteurs, ça dépend de plein de choses. Mais en règle générale, la confiance, c'est bien, mais pas trop non plus. Ça a tendance à être un peu vulgaire, je trouve. C'est un mélange entre, oui, il faut avoir un petit peu confiance pour quand même faire des choses dans la vie, sinon on n'y arrive pas, parce que les gens complexés sont des gens assez dangereux, j'ai remarqué, avec l'entourage et tout. Donc il faut avoir quand même un peu de confiance pour faire les choses, mais pas trop de certitude. Donc la vulnérabilité, c'est bien aussi. Oui, mais pas trop non plus, parce qu'après on est là, handicapé, à rien faire. C'est quoi le film dont vous avez eu le plus de difficultés à coucher, si j'ose dire, à créer, à construire, parmi tous ceux que vous avez réalisés ces dernières années? En termes d'années, c'est Jeanne du Barry, parce qu'il a mis des années. Mais il y a eu le Covid aussi, donc du coup, entre-temps, j'ai fait ADN. Et puis, pendant longtemps, je me disais, je suis pas capable de faire un film d'époque, je suis pas capable d'écrire de cette époque-là, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Et puis d'année en année, j'ai eu tendance à revoir ma pensée par rapport à ça. J'ai vu plein de films d'époque et au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, si je fais éternellement le même langage dans chaque film, je vais m'ennuyer. Donc j'ai eu envie de me challenger et de sortir un petit peu de mon langage de cinéma pour tenter autre chose. Donc en termes d'années, c'est celui-là. Maintenant, en réflexion et tout ça, vous voulez dire en scénario et tout, en fait, je trouve tout dur tout le temps. À chaque fois, je me dis, bon, ça j'ai bien compris, je referai plus la même erreur sur le film d'après, j'aurai ça en moins. Puis en fait, à chaque film, c'est comme un nouvel enfant, il y a des nouveaux paramètres. C'est jamais pareil, heureusement. Donc du coup, à chaque fois, j'apprends encore quelque chose de nouveau. Mais vraiment, tout est dur. J'insiste là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire du cinéma. Je ne voudrais pas vous décourager, hein, mais c'est vraiment très dur. Comment vous documentez d'ailleurs, est-ce que vous vous documentez beaucoup? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous rencontrez des vrais gens qui C'est quoi des vrais gens? J'y viens. Par exemple, pour le film Police, est-ce que vous avez rencontré, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec la brigade de protection des mineurs, ou bien est-ce que vous avez rencontré un couple en particulier qui vous a fait penser à celui de Monroy, ou bien est-ce que, pareil pour ADN, est-ce que vous vous êtes enrichi de choses personnelles ou d'expériences d'autres personnes? Est-ce que c'est dans les livres aussi? Est-ce que vous trouvez vos réponses dans des livres d'experts? Je lis
moi, je trouve que je lis pas assez, mais par rapport aux gens de mon métier qui lisent plus du tout, par rapport à eux, oui, je lis un peu plus qu'eux, mais on lit jamais assez, je pense. En tout cas, comment je m'inspire? Est-ce que je fais des enquêtes et tout ça? Oui, à chaque film, oui. En tout cas, très souvent, enfin tout le temps d'ailleurs, chaque film, dès que j'ai une idée d'un film, je fais des recherches et je regarde quels ont été les films sur à peu près le même sujet. Ça, je le fais tout le temps. Pour voir si, déjà, si j'ai pas une idée qui a déjà été très, très, très exploitée. Je me souviens qu'au moment de police, j'avais vu tous les films sur la police. Je voulais être un peu calée pour pas tomber. En fait, je regarde pour voir comment ce sujet a été perçu par un tel, un tel, un tel. Ça m'aide à savoir ce que je veux pas. Et puis, oui, après, je fais des rendez-vous avec des gens quand c'est nécessaire. Pour police, j'ai passé 2 mois à la brigade des mineurs. Au début, c'était juste comme ça en retrait, puis après, j'avais mon brassard, police, et j'allais dans les interpellations. Je me prenais un peu pour une policière. Et puis, c'était formidable. C'était vraiment une expérience incroyable. Vous travaillez sur plusieurs films, sur plusieurs sujets jamais. En même temps? Jamais. Toujours un à la Non. fois? Pourquoi? Je fais pas de cinéma, donc je peux non, pas. Non, je suis j'ai incapable. C'est comme si on me disait, mais pourquoi tu trompes pas ton mec? Si je ne pourrais pas. Non, je suis obsessionnelle. Quand j'ai une idée, je pense qu'à ça. J'arrive en revanche à mettre de côté le film pour être quand je fais comment dire, pour faire une pause dans l'écriture, mais je peux pas écrire 2 choses à la fois. D'accord. Non, ça c'est sûr que non. C'est un truc de concentration en fait. Parce que quand on n'écrit pas, on continue à écrire. Je sais pas comment on veut dire. Il y a écrire la rédaction, puis il y a écrire, y penser tout le temps. Moi, c'est pas parce que je suis pas derrière mon ordi que je n'écris pas. En fait, quand j'ai un sujet en tête, j'y pense tout le temps. C'est important pour vous de vous immerger à 100% oui. dans votre histoire, dans le sujet. Oui, mais le mot s'immerger, il n'est pas que lorsqu'on est devant un ordinateur. Voilà. La complexité des films, c'est que c'est une durée assez particulière, on va dire entre 1h30 et 2h30 en moyenne. Est-ce qu'on arrive à tout raconter, tout ce qu'on veut, en 2 heures de temps? Et comment on fait pour sélectionner les informations vraiment qu'on souhaite laisser paraître dans son film? Alors, le montage de mes films, d'abord c'est une période que j'adore parce qu'on a l'impression qu'on a tout le temps qu'on veut, ce qui est faux, hein, on n'a pas du tout le temps qu'on veut, mais comme je sais que je vais en avoir pour au moins 6-8 mois, je suis dans la pièce, dans le noir, dans ma tête, j'ai le temps. Et j'essaye plein de choses. Et en fait, voilà comment je monte. C'est dès que je m'ennuie, je coupe. Voilà. Et si les scènes passent pas, enfin, je veux dire, si j'aime une scène pendant 1 mois, 2 mois, et qu'au bout d'un moment, je m'en lasse, bon, je la coupe. Je suis sensible aux critiques. J'écoute ce qu'on me dit. Des fois, j'ai l'impression que j'ai fait un truc super et tout le monde me dit on comprend rien, c'est à côté de la plaque, c'est ceci, c'est cela. Ok, j'entends. Mais alors, je me pose jamais la question théorique sur la durée d'un film. Non, je regarde avec. Est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce que ça raconte? Des fois, il y a des trucs de rythme qui sont assez imprévisibles. Par exemple, le film que j'ai le plus galéré. Non, il y a 2 films où ça a vraiment été très très dur au montage. C'est Le Bal des actrices et Mon Roi. Mon Roi, j'avais une équipe de monteurs qui avait monté pendant, je sais pas, 6 mois et ça passait pas. On se comprenait pas. Donc ils sont partis et après j'ai dû avoir un autre monteur et on est reparti de 0. Donc au total, ça a dû durer 1 an et quart. Et rien ne marchait au montage, c'est-à-dire que on se disait mais c'est quoi le problème, elle est chiante, pourquoi il se barre pas? Et
Et j'ai essayé plein de choses. Jusqu'à temps que, voilà, ça y est, j'avais trouvé une idée, un truc, j'avais mis la fin au début. Là, tout d'un coup, on avait de l'empathie pour elle, etc. Mais je me suis jamais dit, il faut que ça fasse moins de 2 heures. Non, j'évite de rentrer là-dedans. Ça fait le temps que ça fait, quoi. Mais après, j'ai moins des goûts où je ne veux pas que la lenteur soit gratuite. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'il y ait quelques scènes lentes, mais je ne veux pas qu'elles soient longues. Vous voyez la différence? Je me souviens que Jeanne du Barry, au début, j'ai installé le film assez lent, mais après, je me disais, je ne veux pas que ça soit long. Donc, j'ai pu enlever des scènes tout en me disant, je laisse mes scènes qui sont un peu lentes. Parce que ça veut dire autre chose. Très bien, merci beaucoup. Merci. On a des étudiants qui sont avec nous, des étudiants d'établissements différents et qui ont réfléchi aussi à plusieurs questions à vous poser. Je vais leur laisser la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Hugo Bérivin, étudiant en ingénierie aérospatiale l'IPSA Toulouse et à l'université de Cranfield. Vous êtes étudiant en quoi? Ingénierie aérospatiale. Intéressant. Merci. J'aurais une première question. Donc, selon vous, quel genre cinématographique est le plus efficace pour représenter les fractures sociales au cinéma? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un genre de cinéma qui est plus à même ou plus légitime de traduire une fracture sociale? Exactement. Oui, quand même. Je dirais que le cinéma naturaliste est plus à même de toucher les gens profondément que le style très esthétique. Je dirais que les films de Ken Loach, qui sont très souvent sur la difficulté des gens précaires en Angleterre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accessible, qu'il arrive beaucoup plus à être militant dans son discours qu'un film qui va être comme Almodovar, par exemple, que j'adore. Hein, c'est pas du tout les deux, je les aime autant, mais il y en a un qui est vraiment, il y a beaucoup plus de lyrisme, c'est Almodovar, beaucoup plus de poésie, alors que Ken Loach, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de beaux plans, c'est vraiment, c'est à l'os, quoi. Il veut, la star de son film, c'est son sujet, c'est même plus que son sujet, c'est son sujet social. On a l'impression qu'il fait des films parce que c'est un militant chevronné. Donc, quand même, je dirais qu'il y a des styles, oui, qui sont beaucoup plus militants que d'autres, oui. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Alicia Fanet, je suis étudiante en école de commerce et j'ai une question à vous poser sur un sujet qui a déjà été abordé à propos du choix des acteurs. Et donc ma question est sur le choix de Louis XV qui a été confié à Johnny Depp, alors qu'il venait de traverser un procès très médiatisé, qui a suscité de nombreuses réactions. Est-ce que cette décision était motivée par le désir de refléter des aspects de la société comme la rédemption ou le jugement public, en lien avec le thème de Jeanne du Barry dans le film? Alors comme vous avez pu voir, hein, je me pose vraiment pas du tout toutes ces questions. J'aimais Johnny Depp bien avant qu'il ait son procès. J'avais envoyé un mail bien avant qu'il ait son procès. Et j'estimais que voilà, quand j'ai le désir pour quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Et je me sentais pas de le lâcher parce qu'il traversait cette épreuve. Je peux pas. Moi, j'ai pas envie d'être procureur. J'ai pas envie qu'on vienne me chercher par rapport à ça. J'aimerais pas qu'on le fasse pour moi, donc je le fais pas pour les autres. Voilà. Je trouve que c'est un acteur fantastique, immensément charismatique. Bon, voilà, sa vie privée, ça le regarde. D'accord, merci. Merci. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mathis, je suis étudiant à Epitech Paris. Ma question porte sur le débat du choix des contenus dans les films actuels. On a le débat entre l'art pour l'art et satisfaire le public. Les créateurs semblent vouloir aller vers la liberté créative. Les producteurs cherchent la rentabilité et le public, lui, a des désirs assez variés. Mais
parfois en contradiction avec les groupes qui vont orienter ces contenus. Ma question, elle est pour vous. Comment est-ce que vous, dans tous ces acteurs, vous faites pour osciller et parvenir à amener le contenu, amener le sens, satisfaire les producteurs et surtout satisfaire le public? Et quand vous dites quel groupe? Tu parles des groupes de production, d'idées, les mouvements qui vont influencer surtout les films actuellement, quoi. D'accord. Si je peux me permettre, dans la manière dont vous posez la question, il y a beaucoup de certitudes. Ouais. Vous pensez que les producteurs sont des monsieur avec leurs cigares qui veulent la rentabilité, les diffuseurs veulent aussi l'entertainment. C'est quand même heureusement beaucoup plus nuancé que ça. Il y a des producteurs qui sont cinéphiles et qui s'en foutent de perdre de l'argent tellement ils croient au film, tellement ils croient à l'écriture d'un réalisateur. Il y a vraiment de tout, en fait. C'est comme dans tous les domaines, il y a des gens bien, il y a des gens qui s'intéressent qu'à l'oseille. Heureusement, sinon ça serait horrible. Donc c'est difficile de répondre à votre question parce que je ne m'y retrouve pas dans la façon dont vous posez la question. Mon milieu n'est pas comme vous le décrivez. Donc, si vous voulez, vous reformulez la question. Je vais essayer quelque chose. Quand j'ai réfléchi à la question, j'axais, par exemple, il y a une barrière sur certains films qu'on appelle peut-être trop sophistiqués ou sulfureux, des films qui peuvent paraître très compliqués à comprendre pour un public qui n'est pas introduit au cinéma de genre d'auteur qu'on appelle. Et pourquoi vous pensez ça? C'est un fait. Selon vous, c'est un fait. Non, mais alors... Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il y a des films d'auteur qui plaisent à plein de gens. Évidemment. Et il n'y a pas de barrière. Je crois pas. Mon fils, par exemple, il peut aller voir des films de Danny Boone et je peux lui montrer un premier film avec des inconnus qui a fait 3 entrées et il sera tout aussi sensible. Ouais. Je ne dis pas qu'absolument, dans l'absolu, c'est comme ça qu'il est axé. Je dis que ça peut être quelque chose qui est difficile à aborder directement. Il y a des grands films qui marquent, mais qui sont difficiles à regarder pour un certain public. Si je prends par exemple le film Irréversible de Gaspard Noé, qui est un grand film par ce qu'il montre, il est quand même très difficile par sa manière d'aborder le thème du film. C'est quelque chose qui peut bloquer. Et en fait, je passe cette question sur mon expérience de discussion avec des gens que j'ai rencontrés ou des amis. Souvent, l'attribution, par exemple, de l'argent. Donc, pourquoi on nous sort ce film? Nous, on ne veut pas ça. J'ai des amis qui pensent, par exemple, qu'il n'y a pas de grandeur du cinéma en France. Je ne dis pas qu'ils ont raison du tout, hein. Mais il y a des genres très différents selon les pays. En France, on favorise parfois le cinéma d'auteur. Comment faire pour satisfaire ces personnes qui veulent un certain genre au cinéma et en même temps arriver à garder son sens créatif en tant que réalisateur en France? Donc vous trouvez qu'en France, on favorise le cinéma d'auteur? Je ne trouve pas qu'on favorise le cinéma d'auteur. Je dirais qu'on ne s'oriente vraiment pas dans le blockbuster américain, ce qui n'est pas forcément mal, forcément, on est français. Exactement. Mais il y a des très gros blockbusters français. Il y en a, oui. Il y a Luc Besson qui fait son travail quand même. Non, ça c'était il y a longtemps. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'en citerai pas beaucoup dernièrement. Si, il y en a quand même. Il y a des films de Danny Boone, par exemple. Il y a, je l'ai pas vu là, un petit truc en plus. Il y a Intouchable. Enfin, vous en oubliez quand même. Il y en a plein des cartons français. J'étais pas dans ces blockbusters-là. Ah, les cartons, oui. Blockbuster, c'est carton bien pour sûr, vous, non? On est d'accord. Oui, c'est vrai. J'ai eu en tête les films d'action, en fait, hein, si je suis d'accord. Mais il y en a aussi des films d'action. Franchement, il y a de tout, hein. Moi, je suis pas tellement d'accord avec votre façon de penser, qui est qu'on donne priorité aux films d'auteur. Enfin, il y a des films d'auteur qui n'arrivent jamais à se monter. Je dis pas qu'on donne priorité. Oui. C'est important de... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? J'essaye de... Ok. Donc, il y a des genres de cinéma qui sont durs. Et en fait, si j'adore directement, il y a le débat actuellement, par exemple, de la CNC, qui attribue des budgets. Et la CNC, donc c'est... Le CNC. Le CNC, excuse-moi. C'est un comité d'artistes du milieu qui vont choisir ou non d'attribuer un budget pour tel projet. Mm-hmm. Donc ça, c'est fait indépendamment du public. C'est fait oui, entre eux. Comité d'artistes, exactement. Ouais. Et il y a des choix dans ce CNC qui peuvent être très critiqués parce que tu vas servir donc le but artistique, qui est intéressant, mais il ne faut pas aussi oublier, je pense, que le cinéma, c'est aussi un loisir pour les gens. C'est une création qu'on peut faire
pour amuser, pour créer du bonheur, pour divertir. Oui, mais très souvent, les films qui divertissent et qui amusent, ils sont généralement très bien financés. Donc si le CNC se met à financer des films faciles à financer, là, il n'y aura plus de films d'auteur du tout. Ça se tient. Ah oui, oui, je vous le dis. C'est bien d'avoir cette discussion, merci. Mais par exemple, moi, je n'ai jamais eu le CNC de ma vie. À chaque film, je retente, je passe mon petit oral et tout, qui dure un quart d'heure, on me pose des questions, alors, qu'est-ce que vous allez voulu dire dans votre film et tout. Je suis là, je réponds gentiment. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, pourquoi ? Parce que je pense qu'à partir du moment où j'ai fait police, ils estiment que je n'ai pas besoin de la bourse du CNC, enfin pas la bourse, Ouais, de l'aide, la subvention. oui, de l'aide, la subvention, merci. De la subvention du CNC, ils estiment que mes films se financent très bien, ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. C'est à chaque fois très compliqué de monter les films. Ils vous le disent, eux ? Est-ce que quand ils refusent de vous attribuer une subvention, est-ce qu'ils vous l'expliquent ou est-ce que c'est simplement vous qui interprétez ? Mais je le comprends, quand je vois les films qui ont le CNC, c'est toujours un documentaire sur un chameau. Voilà. Il y a toujours des gens il y a des gens qui ont la carte et d'autres qui ne l'ont pas. Mais moi, je suis passée... Au début, quand j'ai cherché à avoir le CNC dans mes premiers films, ils disaient que c'était trop de briques et de broc. Puis après, il y a eu Police. On n'a pas besoin d'elle. Enfin, elle n'a pas besoin de nous. Et puis après, je ne l'ai plus jamais eu. Donc, alors qu'il y en a, ils ouvrent à peine la bouche, ils l'ont. Merci pour cet échange. Une autre question ? Oui, j'ai une Encore ? question. Ils ont droit à combien de questions ? Il y en a plein. Il n'y a que les gens de devant ? Les 3 premiers, là. Ah, mais j'ai cru que c'était toute la salle, moi. Ça viendra après, on va vous donner la parole après. C'est pas juste. Soyez patients. J'ai juste une petite question en rapport avec un sujet qui fait de plus en plus débat en ce moment dans le cinéma, qui est l'intelligence artificielle. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur le rôle et l'impact de l'intelligence artificielle dans le cinéma, si pour vous, vous pensez que c'est plus positif ou non, si ça peut aider dans la production, dans l'écriture des scénarios, ou si pour vous, c'est l'intelligence artificielle va détruire le cinéma progressivement. Alors, je vous avoue que ça fait pas très longtemps que j'ai pris l'application ChatGPT et j'ai commencé à écrire un scénario depuis 2-3 semaines. Puis au début, je galérais, puis j'ai dit à ChatGPT, qu'est-ce que ça serait un film de Maïwenn avec telle histoire ? Et là, il m'a fait, ça serait ça. Je dis, ah bon, ça a l'air bien. Vous êtes reconnu dedans ou pas ? Non, mais je me Ok. suis dit, mais pourquoi il me dit ça ? Et pourquoi il me dit ça ? C'était très, très curieux. Bon, mis à part ça, je m'en sers parce que je fais des études en parallèle. Et c'est un gain de temps mais de malade. Moi, je devrais peut-être pas dire ça, mais moi, j'adore ChatGPT. C'est un truc de fou. Je lui demande tout et n'importe quoi. Il me répond, il est gentil avec moi, il me dit de rien, avec plaisir et tout. Non, mais j'adore. Mais après, voilà, j'ai juste demandé ça par rapport à mon scénario. Je sais pas. Je sais pas si dans mon métier, je vais me sentir menacée. Peut-être que oui, hein, franchement. Mais en tout cas, là, en tant qu'étudiante, ça me sauve la vie. Peut-être comme vous aussi. Ouais. Merci. 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 Alors, pour renouer un peu avec le thème de la cité, selon vous, en quoi le cinéma peut-il être un vecteur de confiance ou de méfiance dans notre société ? Oula. Vaste question. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus préciser dans quelle mesure la confiance et quelle mesure la méfiance ? Compliqué. Comment le cinéma, par exemple, pourrait-il redonner confiance à la société dans certaines valeurs ou dans certaines choses comme ça ? Ou au contraire, les éloigner de ces valeurs ? Je me souviendrai toujours du jour où j'ai vu un film qui m'a fait changer d'avis.
sur la question de la peine de mort. Je vous mets à l'aise tout de suite, je suis contraint. Mais quand j'étais très jeune, je pensais comme beaucoup de gens qui sont ignorants, que si on fait du mal à nos enfants, etc., il faut tuer les coupables. Voilà. J'étais très jeune, hein, j'insiste là-dessus. Et j'ai vu un film qui m'a complètement bouleversée, où c'était justement l'histoire de quelqu'un qui avait tué une femme, je crois. Et le film ne lui donnait absolument pas raison, hein. Il faisait tout pour l'accabler. Et à la fin du film, j'étais ma vision du monde changeait. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, waouh, le cinéma, ça a vraiment des sacrés pouvoirs. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, pas que le cinéma, la littérature, beaucoup la littérature. Je place la littérature au-dessus de tout. Je pense que oui, ça peut faire changer un point de vue, ça peut faire changer un regard sur le monde. Et je regrette que les derniers présidents qu'on a eus n'étaient pas plus sensibles que ça, ou enfin tous les hommes politiques. J'ai jamais senti quelque chose de l'ordre d'une sensibilité artistique. Or, je trouve que les artistes sont des messagers en fait entre la politique et les gens. C'est comme des ponts, c'est comme des traducteurs. J'ai l'impression qu'un artiste, il traduit la politique, il rend les idées accessibles, il rend les choses intelligibles. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'adore réfléchir en ayant comme base le cinéma ou la littérature. Je trouve que c'est un moyen de langage avec des gens qui est extraordinaire. C'est intéressant justement. Pourquoi vous placez la littérature encore au-dessus ? Parce qu'il n'y a pas d'image. Okay. Parce que c'est les images c'est nos images. On met les images qu'on veut. C'est beaucoup plus libre en fait. Ouais. Et vous vous souvenez du film en question dont vous nous parliez ? C'était La Dernière Marche avec Sean Penn et Suzanne Sarandon. Une autre question ? Oui. Dans le film Mon Roi... Attention, question courte. Hein. Ok, ça va vite. Donc Mon Roi et Police, vous abordez donc des thèmes vraiment avec beaucoup de dimensionnels sur l'émotion, les relations complexes entre les personnes. Quand vous faites ce genre de film, est-ce que vous essayez de faire passer un message, vous, que ce soit un exutoire, ou réellement faire changer quelque chose ? Dans Police spécialement ? Par exemple, Police, ça marche très bien comme exemple. Ouais, c'est mon tube. Un peu, oui. Encore une fois, non. Je me pose pas. Putain, décidément, j'arrête pas de dire je me pose pas ces questions. Vous allez croire que je me pose jamais de questions alors que je m'en pose plein. Est-ce que je me demande le message et tout ça ? Non, pas du tout. Donc c'est plus un exutoire ? Non plus, je sais pas. Comment ? De faire des films ? Ah oui. Ah ça, je pense que oui. Comment ? Oui, mais parce qu'il m'a dit soit c'est un exutoire, soit c'est un message. Donc Qui il était qui ? Qui il était ? Ah oui, d'accord. Oui, la façon dont il pose les questions, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Enchanté. Vraiment, j'ai un rapport, encore une fois, très organique, premier degré avec ce que je fais. Et j'ai aucun rapport. J'intellectualise jamais ce que je vois, ce que je fais, ce que j'aime. À mon regret d'ailleurs, parce que quand les gens portent un regard théorique sur ce qu'ils font, je suis assez admirative. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Ouais. Merci. On a encore le temps un peu pour quelques questions, si vous voulez. Puis après, on vous donnera... je vous vois.
tout là-bas. Vous êtes loin, mais je vous vois. Je vous ai vu aussi. Une autre question. Comment faire pour ne pas tomber dans le militantisme politique quand on représente les fractures de notre société à l'écran ? Je pense qu'on fait de la politique même si on ne milite pas. Enfin, faire du cinéma, c'est déjà être dans la politique, parce qu'on a forcément des sensibilités, des points de vue, des principes, des valeurs. Disons très clairement que je préfère faire des films que faire des manifestations. Ça m'arrive de faire les deux. Mais aussi, c'est parce que je n'ai pas confiance en moi dans ma façon de m'exprimer. J'ai pas étudié. Donc, j'aurais du mal à argumenter sur des idées. C'est plus parce que c'est pas mon point fort. Non. Je vois qu'il y avait pas mal de questions déjà. J'ai cru comprendre dans la salle. Est-ce qu'on peut déjà peut-être faire un tour devant et puis après on ira un peu plus au fond. Merci. Bonjour Mayouen. Bonjour. Voilà, j'ai un ami qui était dans l'édition pendant 10 ans, qui avait une maison d'édition et qui voudrait se reconvertir dans le cinéma. Qu'est-ce que vous penseriez comme idée pour qu'il puisse se reconvertir ? Écrire un scénario, par exemple. Ça peut aider. C'est ça, hein, vous savez, quand on me demande ce qu'il faut faire, il faut juste travailler. Pardon. Écrire, travailler, croire en ce qu'on a à dire, je sais pas. Une autre question. Peut-être, est-ce qu'on peut aller au fond de la salle ? Je vois quelqu'un qui me fait des grands signes. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé du rapport organique quand vous pensez à un film. Et ma question, c'est comment vous arrivez, puisque le rapport organique, c'est hyper intérieur à vous, donc comment vous arrivez à matérialiser votre œuvre, les premiers pas de votre œuvre, en pensant votre œuvre, justement, avec un rapport hyper personnel, hyper organique et hyper passionné. Comment vous arrivez à entreprendre les premiers pas matériels vers votre film ? Vous voulez dire comment j'ai fait au début ? Oui. Oui. Et quand vous dites matérialiser, qu'est-ce que vous entendez par là ? L'écriture, par exemple. L'écriture. Vu que c'est hyper intérieur, j'imagine qu'il y a quand même un pont qui doit se faire à partir du moment où vous prenez l'ordinateur, où vous prenez la plume pour commencer à écrire. Enfin voilà, je me pose cette question. Quand j'écris avec deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse qui doit coucher les choses essentielles à la fabrication du film sur le papier, mais il y a une autre vitesse qui se projette au moment du tournage et qui se dit, voilà, ça, pour cette scène, tu veux ça, c'est quelque chose qui n'est pas... on ne peut pas le mettre avec des mots, parce qu'il y a des idées d'émotions que je veux faire transcrire, et c'est comme un tableau, je le vois, je l'imagine, mais je sais que l'écriture, elle a ses limites, donc j'écris pour avoir les décors, les acteurs, le financement, faire un plan de travail, etc. Et puis il y a une autre écriture dans ma tête qui déjà commence à préparer les scènes. Qu'est-ce que je veux dire dans cette scène ? Est-ce que j'ai hâte de la tourner ? Très souvent, quand je prépare les films, je me fais souvent un tableau avec le résumé de la scène en une phrase. Et à la fin du tableau, je mets une colonne où je me mets soit des étoiles, des cœurs. Et c'est en fonction de comment j'ai hâte de faire la scène ou si j'aime la scène.
Et très souvent, quand il y a des scènes où il n'y a rien, vide, où je ne sens pas, je me pose des questions. C'est avec ces scènes-là que je travaille et que je construis le scénario. Parce que souvent, il y a des scènes où on se dit, oui, mais alors tu t'aimes pas cette scène, mais tu es obligé de la faire pour donner cette information, parce que sinon, on ne sait pas que le personnage... Et j'évite de rentrer là-dedans, parce que je me dis, faire des scènes pour des informations, c'est ennuyeux. Donc j'essaye toujours qu'il y ait quand même des choses dans chaque scène qui me donnent envie de me lever le matin et d'aller les tourner. Par exemple, tourner des plans d'insert de téléphone, c'est vraiment, il n'y a rien de plus chiant à filmer. Donc j'essaie toujours de contourner ces choses-là pour que ça soit toujours des moments de cinéma ou que ça soit juste dur à les faire, où je me dis non mais comment je peux faire passer cette information sans que ça soit quelqu'un qui soit au téléphone et qui apprenne la nouvelle. Enfin, je me pose des questions en me disant qu'est-ce que je veux dire, est-ce que je peux éviter de le dire de façon trop simple. Mais j'ai du mal à répondre à une seule réponse qui... J'ai pas de recette, en fait. Tout dépend de chaque film. Et puis, mais de toute façon, je suis tout le temps aussi dans la frustration. Faut pas croire que ça y est, j'ai écrit et je suis sûre de moi. Je suis toujours alerte aux accidents, à ce qui peut se passer après. Ouais. Merci. Une autre question. Bonjour, Rachel, je suis étudiante en dernières années de droit. Donc moi, j'ai pour projet de faire un film documentaire sur le stress de la vie étudiante. Et à cette occasion, je voudrais vous poser une question assez pratico-pratique, puisque vous avez répondu à beaucoup de questions que je me posais déjà. C'est en termes, premièrement, de financement. Comment vous avez réussi... je sais que vos films sont à grande échelle, mais comment vous avez réussi à avoir des partenaires? Comment vous avez persévéré? Et la deuxième question, c'est je voudrais savoir si cela vous intéresserait d'être interviewé, parce que j'ai trouvé cela très intéressant, ce que vous disiez sur la persévérance, sur le questionnement, le fait d'avoir... finalement de vous écouter d'une manière assez viscérale pour continuer dans cette optique de réaliser les films que vous voulez, sachant que vous avez fait face à plusieurs obstacles. Voilà. Merci. Alors du coup, la première question, c'était comment au niveau des financements, c'est ça ? Le financement... alors déjà, le financement, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est mon producteur. Il va au rendez-vous seul et il parle du scénario seul parce que je lui propose souvent de venir, mais il pense que c'est pas bien que je sois à côté, parce que si la personne dit bah non, j'aime pas le scénario, je peux pas me l'encadrer et il va pas le dire devant moi. Donc c'est pas moi qui m'en occupe. Mais par contre, j'ai un rapport à la production évident, puisque les scénarios se font chiffrer, comme on dit. Donc il y a un budget et tout le temps, on dit c'est trop cher. Ça n'existe pas qu'on dise ah bah on a plus d'argent que ce qu'il y a d'écrit. Donc en fait, je passe mon temps à raccourcir les scénarios, trouver des astuces pour que ça coûte moins cher, faire attention au nombre de décors, nombre de jours d'acteurs, etc. De pas m'emporter, quoi, en fait, de pas croire que c'est à chaque fois open bar. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, je crois qu'il y avait une question aussi je me permets de la reposer, de comment on persévère, justement, quand on fait face à plusieurs refus, comment on s'accroche aussi peut-être à l'envie de continuer, vers qui on s'oriente quand ça fonctionne pas. Les refus, ça dépend comment c'est refusé. Il y a des refus, par exemple, où je me suis dit, je sens que je peux quand même obtenir l'accord de cette personne. Il y a des gens qui refusent, mais ils ont des mauvaises raisons, ou ils ont des doutes qui sont mal placés, où je sens que je peux rassurer. Et puis il y a des refus aussi qui sont indiscutables et du coup je respecte.
Mais ça m'est arrivé d'avoir des acteurs ou des actrices qui refusaient, et j'insistais. Par exemple, Fanny Ardant avait refusé le film. Charlotte Rampling aussi avait refusé le film. Et je me souviens je sentais qu'il fallait, je sais pas comment dire, il fallait que je les rassure, il fallait que je leur montre que c'était elles seules que je voulais. Bon voilà, et puis ça a marché. Mais il y a aussi, c'est difficile de répondre en quelques phrases comment vous faites pour persévérer, parce que c'est tellement de facteurs, il y a tellement de gens sur un film, il y a tellement de gros moments de doute. À chaque film que je fais, par exemple, j'ai vraiment l'impression que c'est le dernier. Tellement je suis vidée, tellement je suis déçue humainement de certaines personnes, tellement c'est dur, fatigant. Et puis voilà, les mois passent, les années passent, et puis hop, on a de nouveau une obsession qui nous empêche de dormir, et hop, on veut la dire. Mais je me dis jamais, faut que tu persévères. Non, je me dis jamais ça. Il y avait une deuxième question aussi, je me permets de la relancer, au sujet de l'interview. Ouais. Elle vous demandait de participer à une interview pour son documentaire. Bon, on verra après. Voilà. Non, mais je me permets quand même, je relance. Hein. Au moins, vous avez les réponses à toutes vos questions. C'est le but. Hein. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous vois, mais oui, pour le moment, il n'y a personne d'autre. Eh bien, allons-y. Hop, il y a le micro juste ici. Il y a le micro juste là, regardez. Hop, pardon, devant vous. Merci. Quelle est votre obsession du moment? C'est-à-dire, quels sont vos projets ou quel est votre projet à venir? Et deuxième question qui est politique, êtes-vous concerné ou avez-vous été touché par l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie quand il est arrivé? Non, j'ai appris ça hier, donc j'ai pas eu le temps de lire les articles. Non, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah oui? Non, rien du tout. Et votre première question, est-ce que j'ai une obsession en ce moment? Oui, mais je vais la garder pour moi parce qu'elle est toute fraîche. Et quand c'est frais, j'ai peur que ça parte. Mais en tout cas, j'en ai une. Voilà. C'est mon jardin secret. Une autre question. Merci d'être venu ce soir pour nous parler. J'avais une question en parlant de ces obsessions, justement. Je voulais savoir comment vous faites si parfois vous êtes en panne d'inspiration et que ça vient pas, je sais pas, dans vos relations, dans ce que vous avez en lien avec l'art, en littérature, en cinéma, machin, et qu'il n'y a pas le truc qui vient. Et ça devient obsessionnel de peut-être pas trouver l'obsession. Et dans ce cas, vous faites comment? Parce que c'est quand même aussi c'est votre métier, donc il faut bien que vous en viviez. Donc je veux dire, il y a un peu ce truc peut-être qui peut être difficile de toujours être inspiré, de trouver des sujets. C'est compliqué de parler près d'un micro. Voilà, merci. C'était très bien. Alors déjà, on me propose souvent des choses. Donc je me dis, bon, bah voilà, au pire, si j'ai pas de film à moi, je peux très bien faire un film de commande. Et je serais ravie d'ailleurs d'en faire. J'aimerais bien faire un polar qui soit déjà écrit, où j'ai plus qu'à venir sur le tournage, plus qu'à tourner, et hop, j'adorerais. Bon, après, il paraît que c'est le fantasme de beaucoup de réalisateurs, hein, de tourner des films qui sont déjà écrits, parce que l'écriture est tellement difficile. Quand je suis... En fait, il y a plusieurs pannes. C'est-à-dire, je peux avoir des pannes quand j'ai une obsession et j'ai des pannes sur l'écriture du scénario en lui-même, sans que ça remette en cause l'idée en elle-même. Et parfois, il y a des pannes où j'ai pas de sujet, j'ai pas d'écriture. Dans ces cas-là, je profite de la vie. Je lis, je vais voir des films, je me nourris, je recharge les batteries, quoi. En tout cas, je m'ennuie jamais, ça c'est sûr. J'adorerais ne plus avoir besoin de faire des films pour gagner ma vie. J'adorerais faire des films que pour le plaisir. Mais c'est pas le cas. Heureusement, jusqu'à présent, je fais des films tous les 3-4 ans. C'est pas assez, je trouve. J'aimerais bien aller à chaque fois enchaîner les films, aller un peu plus vite. Ouais, mais je suis assez feignante. Mais je n'arrive pas à travailler sans mes obsessions. J'y arrive pas. Voilà. Comment?
Je suis bien d'accord. Oui, une autre question. Bonsoir Maïwenn, merci d'être là ce soir. J'avais une question par rapport à votre confiance. Vous dites parfois j'ai des doutes. Et quand vous êtes à la fois devant et derrière la caméra, comment vous faites pour gérer cet endroit-là en fait? Quand vous vous voyez à l'image et que vous dites j'aime pas toujours me voir à l'image, comment vous faites avec ça? Non, j'aime jamais me voir à l'image. C'était sur Jeanne du Barry où c'était particulièrement pénible parce que j'étais face à ma contradiction, à mon paradoxe. Mais sinon, en dehors de l'idée de jouer dans ses propres films, si vous me parlez de la confiance, alors il y a des moments sur le tournage, il y a des moments où je suis touchée par un truc qui se comprend pas trop. Tout d'un coup, je suis sûre de moi. J'arrive, je suis sûre de moi. Et il y a des moments où c'est horrible. Je suis perdue, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je veux pas, je sais plus comment faire la scène. Et je cherche, je cogite, je cherche. J'aime bien avoir l'avis des autres. Mais je dirais que plus les années passent, moins j'ai confiance en moi, plus je doute, plus ça m'handicape, forcément, parce que douter sur un plateau, c'est quand même... Les gens et les techniciens, ils aiment pas trop. On dit souvent, le réalisateur, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il veut. C'est souvent... D'ailleurs, on fait souvent un procès aux réalisateurs qui savent pas ce qu'ils veulent. Je comprends pas pourquoi. On a le droit c'est beau de douter, moi, je trouve. Ouais, enfin... Et... Voilà, je suis pas la meilleure personne pour parler de la confiance. Ça va, ça vient. Et vous savez pourquoi vous, justement, au fil du temps, vous avez de plus en plus de doutes? Est-ce que vous l'expliquez? Sur ADN, je me souviens que vraiment c'était terrible. Il y avait des moments où j'avais l'impression d'entendre des voix, quoi, qu'on me disait mais t'es nul, t'es ridicule. Pas que parce que je jouais dedans, hein, pour des questions de réalisation, j'avais du mal à diriger les acteurs. Je sais pas. La critique aide pas, ça c'est sûr. J'ai dit que... Enfin, moi je lis pas les critiques sur mes films, ni les bonnes ni les mauvaises, mais on sait toujours à peu près comment on va être logé. Donc ça finit toujours par nous arriver aux oreilles. Et c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi je clive, quoi. C'est cette amour-haine à chaque film où soit les gens adorent, soit les gens détestent. C'est bizarre. J'aimerais bien avoir plus confiance en moi, en vrai. Est-ce que c'est la crainte aussi de se dire je fais un nouveau film, est-ce qu'on m'attend encore plus au tournant par rapport à ceux que j'ai fait précédemment qui ont fonctionné? Est-ce que celui-ci, je vais réussir aussi à le faire, à ce qu'il rencontre son public? Est-ce que c'est ça? Moi, je fais des films parce que je sens qu'il y a quelque chose que je veux dire. Voilà. C'est la seule question que je me pose, c'est est-ce que tu veux vraiment passer 2 ans sur ce sujet-là? C'est la seule question que je me pose. Et si la réponse est oui, on aura beau me dire tu vas te faire critiquer, tu vas ceci. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous parce que je fais des films pour moi, pour mes enfants. Alors ça ne veut pas dire que je les fais pas pour le public, mais je ne veux pas que mon jugement passe par des questions théoriques sur un public. Moi, je pense que plus on est sincère avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, plus on a des chances de toucher tout le monde, puisque je pense que tout le monde a des histoires personnelles. Les histoires universelles, pour moi, ce sont toujours des histoires personnelles. Et j'ai tendance à penser que les gens qui se posent des questions théoriques sur le public, ce sont une façon un peu mercantile de vendre des films.
Et c'est aussi comme ça que j'aime voir les films, moi, les films des autres et les livres des autres. Quand je vois que la personne, elle est dans son monde, qu'elle a voulu faire son truc sans tenir compte des avis des uns et des autres, c'est ça vraiment qui me touche. C'est la liberté, en fait, de voir que la personne se fout totalement, elle est complètement dans sa bulle. C'est ça qui me touche. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je vois un micro circuler. Merci beaucoup. Ah, oui, il y en a plusieurs. Oui, je vous vois. C'est bon. Bonsoir. Je suis étudiante en dernière année de production audiovisuelle. Et donc, je me destine à travailler dans le cinéma. Et en fait, on dit souvent que le cinéma, c'est un métier de passion. Et en fait, j'aurais voulu vous demander, Maïwenn, quel rapport vous aviez avec justement cette passion, parce que j'imagine que vous êtes vous-même passionnée par le cinéma. Vous qui avez parlé de passion amoureuse un peu destructrice, je ne pense pas que la passion soit quelque chose de sain. Comment est-ce qu'on travaille dans un milieu, enfin dans le milieu du cinéma, réputé pour être un milieu de passionnés, et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre, en fait, une balance, et pas se laisser dévorer par ce milieu-là, quoi. Pas se laisser dévorer par la passion ou pas se laisser dévorer par le système? Plus la passion, en fait, la passion qui est demandée par le système, on va dire. En fait, au final, je vous dis ça parce que en fait, moi, la plupart de mes professeurs que j'entends à longueur de journée me disent qu'il faut absolument être passionné pour travailler dans le cinéma. Je ne suis pas convaincue que ce soit vrai. Je pense qu'on peut très bien travailler dans le cinéma sans être passionné et qu'on peut être très bon quand même. Et en fait, ma question, c'est... En plus, vous parlez de rapport obsessionnel, organique à votre travail. Comment est-ce que vous arrivez à jauger et à ne pas vous laisser dévorer en fait, par cette passion-là, quoi? Mais je crois que je me laisse dévorer par cette passion-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est sain? Bah si, je crois que sinon je m'ennuierais. Donc vous pensez qu'il faut forcément être passionné? Non, je dis pas qu'il faut. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est quand même un métier très, très, très difficile. Donc, si vous n'avez pas la passion, j'ai quand même l'impression que c'est un peu embêtant. Parce que il n'y a que la passion qui vous fera supporter les épreuves, en fait. Et puis, pour la passion d'en faire et la passion d'en voir et la passion d'en faire, c'est encore 3 différentes passions. Être heureux au travail, c'est quand même, on a réussi en partie sa vie, dans la vie. Quand on a un travail qui nous passionne, on passe plus de temps à travailler que d'être en vacances ou en famille, j'ai l'impression. Donc c'est extraordinaire quand on a la chance d'avoir une passion. Moi, les gens qui n'ont pas de passion, vraiment, je les envie pas. Vous pensez qu'on peut pas être heureux si on n'a pas de passion? J'ai pas dit pas heureux, j'ai dit au travail, ouais. Mais même au travail. Je veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui s'épanouissent dans leur travail sans être passionnés par leur travail. Oui. Quand il y a un travail aussi difficile que le cinéma, qui est dur à mener à tous les niveaux, devant, derrière la caméra, la seule chose qui vous fera supporter les échecs, les refus, c'est quand même la passion. Ouais. Mais là, c'est pas forcément une passion destructrice, c'est juste être super heureux de se lever le matin et d'aller se battre pour écrire un film, vendre un film, voir un film. C'est quand même chouette. Au premier rang, il y a une question. Ah oui, oui. Bonsoir, merci d'être là ce soir et de débattre avec nous. Alors le thème, c'est le cinéma, miroir des fractures de notre société. Aujourd'hui, quelle est la fracture sociétale que vous aimeriez traiter dans un film et potentiellement soigner? Pourquoi soigner? Parce qu'on parle de fracture et vous aviez dit tout à l'heure qu'un film pouvait aider à véhiculer des messages. Oui, mais donc du coup, c'est pas soigner, c'est poser des questions. Moi, je préfère dire critiquer, poser des questions, mais soigner, c'est déjà une réponse et je préfère le cinéma qui donne pas de réponse. J'aime bien
tout le temps des questions, en fait. J'aime l'idée que plus on sait de choses, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Je ne sais plus qui disait ça, d'ailleurs. C'est un grand philosophe qui disait ça. Je sais plus la qui. réponse. Ah bon? Écoutez, il faudra vérifier l'info quand même. Mais bon, bah voilà. Pardon, mais vraiment, vous allez penser que je suis débile mentale, mais je ne me pose pas ces questions. Non, je me dis pas. Alors, Maïwenn, qu'est-ce que tu vas faire qui traduit la fracture sociale? Chaque fois, j'ai l'impression que c'est des petites histoires, moi, ce que je raconte. Et puis après, les gens se reconnaissent dedans. Et ils décident que c'est des fractures sociales, mais à la base, à chaque fois, c'est des personnages qui s'écoutent, qui s'aiment, qui s'entendent pas, qui se critiquent. C'est ça, mes histoires. Une question. Oui, bonsoir Maïwenn, merci à nouveau d'être avec nous. Puisque nous sommes dans une bibliothèque, de nombreux ouvrages ont été adaptés au cinéma et que vous êtes une grande amoureuse de la littérature, est-ce qu'il y a un ouvrage que vous auriez adoré adapter? Alors, j'aime tellement la littérature que quand il y a des livres que j'adore, je ne veux surtout pas les adapter. Parce que je me dis, ça ne sera jamais aussi bien que le moment de la lecture, avec les images que j'ai portées dessus. Et puis, faut laisser les lettres, comme on dit, les lettres de noblesse à la littérature. Pourquoi toujours penser que le cinéma doit aller au-dessus? Il n'y a rien de plus beau que l'aventure de la lecture. Je trouve l'aventure de la lecture 10 fois plus puissante que l'aventure de ce qu'on vit quand on regarde un très très bon film. Ouais. Moi, les livres où j'ai pris des claques, c'est dans mon âme, dans ma chair, alors que les films, il y a des films qui m'ont bouleversée, mais ça n'agit pas du tout au même endroit. Il y a vraiment j'ai l'impression que les livres me font découvrir le monde, que me font comprendre les complexités humaines, alors qu'au cinéma, pas tant que ça. Vous n'avez pas envie de toucher à cet imaginaire aussi que chacun peut se faire en lisant? On n'a pas tous les mêmes images quand on lit. En tout cas, c'est pas parce que j'adore un livre que je vais avoir envie d'en faire un film. Peut-être même que si je lis un mauvais livre où je me dis oh là je sens que je peux faire quelque chose, mais ça m'est jamais arrivé. Non. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que les drames qu'on traverse dans la vie, les choses terribles, qui peuvent nous arrêter, où on a envie de, où on se demande pourquoi on est là et on sait que ça va se terminer, est-ce que c'est un frein à la création ou est-ce que ça peut éventuellement être un moteur? J'aurais quand même plutôt tendance à dire un frein. Les vraies épreuves, c'est quand même... Faut quand même beaucoup d'énergie pour réaliser un film. Donc les épreuves qui nous abattent, pour rebondir derrière... moi, j'aime pas trop cette phrase-là, ce qui ne tue pas rend plus fort. J'ai toujours dit, mais elle me convient pas du tout, moi, cette phrase. Je pense que ce qui ne tue pas nous casse, nous brise. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que ça l'avait rendu encore plus fort qu'avant. Non, je pense qu'en fait, on apprend à vivre avec quelque chose en moins, on apprend à vivre avec nos cicatrices, on apprend à vivre avec, mais être plus fort après les vraies épreuves, en ce qui me concerne, non. Moi, ça me casse. Ça ne vous empêche pas de créer, d'être sur un projet, d'avoir envie, ou ça vous a quand même arrêté? Oui, ça m'arrête. Moi, les épreuves m'arrêtent. En tout cas, j'ai besoin de faire des pauses avec les épreuves. Est-ce qu'il y a une autre question? J'arrive pas tellement à voir, parce que la lumière nous éblouit un peu. On m'entend là? Oui. Je sais pas où vous êtes. Bonjour. Oui, je vous vois. En fait, j'ai du mal à comprendre le mot fracture sociale.
Je suis désolée, parce que pour moi, le cinéma, miroir de la vie. Donc la vie, c'est les fractures, c'est plein de choses. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont capables. Il y a des médecins, en fait, qui font du cinéma et qui réparent les fractures. Enfin voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport au fait que le cinéma est miroir de la vie, et que dans la vie, il y a des fractures. Voilà, il y a des gens qui sont fracturés, qui ne sont pas fracturés, il y a des histoires, il y a plein de choses. Est-ce que pour raconter ça, est-ce que c'est une histoire de confiance, avoir confiance, ou se sentir légitime de le faire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est une question de confiance ou de légitimité? Est-ce que moi, si j'ai envie de raconter quelque chose, est-ce que c'est parce que j'ai confiance ou est-ce que je me sens légitime de le raconter? Surtout, je trouve que c'est spécial, la France, par rapport à l'art et à l'expression des gens, enfin des différentes expressions des individus qui font ce pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, par rapport à votre question, est-ce que je dois faire appel à ma légitimité potentielle ou ma confiance? J'aurais tendance à vous dire, ne te pose pas de questions. Si tu as envie de le faire, tu le feras et tu verras ce qui se passe. Et si tu n'as plus envie de le faire, ça veut dire que juste l'envie parle pour elle-même. Mais la légitimité, faudrait déjà, ça démarre mal si on se dit bah oui, je suis légitime. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vraiment par rapport au 7e art. La légitimité parce que pour faire du cinéma en France, il faut faire des écoles. Mais non. La preuve que non. Mais il y a eu quand même une autre. Oui, c'est une histoire de rencontre alors. Je crois pas. De chemin, le hasard, la chance. Je pense que c'est pas qu'une seule chose. Je pense que c'est plein de choses. Mais moi, mon premier film, personne ne voulait le produire. Hein. J'avais gagné des sous avec un spectacle que j'avais écrit ou que personne ne voulait produire. Pareil, j'ai loué une salle un soir, puis après ça, les gens du théâtre m'ont fait confiance, ils y ont cru, donc j'ai gagné un peu d'argent. J'ai mis sur une assurance vie, puis au bout de plusieurs années, j'ai voulu faire un film. On m'a pas fait confiance, enfin, on n'y a pas cru. Donc j'ai pris les sous de l'assurance vie et j'ai produit le premier film. Mais après ça s'est enclenché. Mais au début, les rencontres que je faisais, ils n'en voulaient pas. Alors là, je peux vous dire que je ne me suis pas du tout posé les questions de ma légitimité et de ma confiance. Je me suis dit, mais j'ai rien à perdre dans ma vie. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de dire des choses. Donc j'ai fait des choses. En me disant, ça ne sortira peut-être jamais, mais j'ai envie de les faire. J'ai envie qu'elles existent. Est-ce que c'est la passion aussi dont on parlait tout à l'heure? C'est la passion qui vous a permis aussi de défoncer ces portes? Je pense que j'étais beaucoup moins passionnée qu'aujourd'hui, en plus. C'est bizarre. J'ai commencé à faire des films et je n'étais pas passionnée par le cinéma. Je suis devenue, au fur et à mesure du temps, passionnée par la fabrication des films et les films en eux-mêmes. Mais quand on me disait tes films ils ressemblent à un tel, je ne les connaissais même pas, je m'en souviens. Mais j'avais rien à perdre, j'avais rien dans ma vie qui me faisait vibrer. Donc c'était que du risque, c'était que du risque sans risque en fait. En vrai, on risque pas grand-chose. Quand les gens ils disent oh, mais j'ai peur, je dis à chaque fois aux gens mais qu'est-ce que tu risques? Voilà. Les gens, quand ils disent « Ah, j'ai pas osé demander », mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Et au pire, ils te disent non. Si on te dit non, tu vas t'en remettre. Moi, oui. Ben voilà. Maintenant. Mais très souvent, les gens, ils ont peur de quoi? D'un non, d'un refus, d'un silence. Ouais, ou de ne pas se sentir être reconnu. Et ça aussi, c'est pas grave. On peut être reconnu plus tard, et puis on peut faire des films sans être reconnu. Faut pas se poser cette question-là. Si ce que vous aimez, c'est faire des films et dire des choses, qu'est-ce que vous vous en foutez que vous soyez reconnu ou pas reconnu? Il y a des artistes qui ont été reconnus. Van Gogh, il a été reconnu une fois qu'il était mort.
Il y a Kubrick, il n'a jamais eu d'Oscar. Enfin, il y a des trucs incroyables quand on regarde de près sur la reconnaissance. Lelouch, son premier film, on lui a dit... la première critique sur Lelouch, c'était retenez bien son nom, on n'entendra plus jamais parler de lui. Non, franchement, c'est une chance que d'être habité intérieurement par l'envie d'écrire des choses et de dire des choses. C'est déjà une chance inouïe. Merci beaucoup. Je suis désolée, c'est déjà la fin de la discussion. Oui. J'ai le micro. Oui. Juste pour finir sur une très belle image, lumineuse, radieuse et pleine de confiance en soi, celle de Jeanne dans sa sublissime robe blanche avec sa traîne qui vient se présenter au roi et lui faire la révérence. Et j'ai envie qu'on termine cette conf effectivement avec cette belle image, puisque le cinéma c'est l'image, d'une femme pleine de confiance en elle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Maïwenn. Merci mille fois pour votre temps. Merci de nous avoir fait confiance pour cette conférence. Merci à vous pour toutes vos questions, à vous les étudiants et puis à vous qui étiez présents à cette Cité de la Réussite. Merci.